je vais rappeler Marie-Laure et Rodolphe pour la série de questions. Et faire un lien de suite avant de donner le micro à la salle. Du coup, ce que nous présentait Marie-Laure avec le travail de Candice Breitz pourrait être sujet d'un conflit d'intérêts, là, puisqu'il y a vraiment des œuvres qui sont... et il n'y a pas eu de problème... Je peux peut-être... Oui. Parce que justement, quand j'ai commencé à travailler sur ces œuvres, c'est une des... Même si je n'y connais absolument rien en droit, et alors, surtout en droit américain, mais tout de suite, oui, effectivement, c'est quelque chose de frappant chez elle. Alors la première chose, effectivement, c'est ce que tu as dit. Il faudrait un spécialiste de droit américain, parce que c'est certainement encore un peu particulier par rapport au nôtre. Ouais, ça pourrait rentrer. Mais ça pourrait. Enfin, sauf qu'elle ne pourrait pas être jugée par un... tout se passerait aux États-Unis, en fait. Voilà. Et là, par contre, ce dont je suis sûre, mais je vais continuer un petit peu de fouiller, c'est qu'elle ne demande absolument aucune autorisation. Voilà, ça c'est très clair. Elle le fait délibérément. Après, il faudrait voir œuvre par œuvre, voilà, qui serait l'auteur, parce que aux États-Unis, par exemple, pour un film, c'est même pas le réalisateur qui attaquerait, c'est la société de production et le producteur. Est-ce que c'est dans leur intérêt de se lancer dans une bataille judiciaire pour quelque chose qui leur rapporterait peut-être pas tant que ça, en fait, parce que voilà. Est-ce que justement, c'est ce qu'on disait, je crois également ce matin ou en début d'après-midi, est-ce que le fait d'être réutilisé n'est pas suffisamment valorisant? Voilà. Enfin voilà, il y a énormément de facteurs. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle ne demande absolument aucune autorisation. Non, pas plus que Prince. Et j'ai Prince, je prends 2 secondes, mais parce qu'en fait, je suis pas allée au bout du truc, mais simplement pour vous montrer voilà. Voilà, ça. Alors Prince non plus, demande aucune autorisation. Mais pour vous dire que les Américains sont plus ouverts sur certaines choses, mais là-dessus, ils ont eu les mêmes problématiques que nous. C'est-à-dire que les premiers juges commencent à dire c'est de la contrefaçon. Ils considèrent qu'il fallait une autorisation et que ça ne rentre ni dans la parodie ni dans quoi que ce soit. Ils condamnent. Et derrière, la Cour fédérale, elle dit finalement ce n'est pas de la contrefaçon. Et bien exactement comme nos juges disent Classen c'est de la contrefaçon, et puis la Cour de cassation dit pas c'est pas de la contrefaçon, mais dit réfléchissons, prouvez-moi que ça en est. Donc ils ont aussi ça. Alors ceci étant, leur exception de fair use est beaucoup plus large que la nôtre, c'est-à-dire que quand l'usage est raisonnable, alors il y a des conditions dans lesquelles je ne vais pas revenir, mais ça leur permet d'avoir un usage beaucoup plus libre. Mais pour autant, ces artistes-là se passent de toute autorisation parce que voilà, ils sont aussi dans l'idée que ça passe ou ça casse, et puis voilà. Et après ils vont au procès. Mais il y en a peu. C'est rapide. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre justement l'utilisation d'une œuvre de référence donc dans son intégralité, si je parle même du cadre total, ou bien alors d'un film dans sa totalité, et de l'extrait, c'est-à-dire d'un détail, comme chez Classen, par exemple, on n'a pas l'intégralité de l'image, ou chez Candice Breitz, il n'y a pas du tout d'intégralité, c'est vraiment que des petits morceaux. Oui. Voilà, c'est juste une précision, mais parce que là, vous pouviez peut-être pas vous en rendre compte, mais chez Breitz, c'est extrêmement court, c'est quelques secondes, c'est pas... Donc en fait, il me semblait, moi, que du point de vue du droit, c'était vraiment pas du tout traité de la même manière. Alors si, c'est pareil, donc c'est très violent, puisqu'on est contrefacteur dans les 2 cas. Simplement, c'est au niveau de la sanction. C'est-à-dire qu'effectivement, les juges ne donneront pas du tout les mêmes sanctions en fonction de l'utilisation qui est faite. Et puis parfois, il y a des tolérances, mais ce ne sont que des tolérances. Donc, nulle part, il n'est dit, voilà, en dessous de 4 secondes, de 3 secondes, j'entends ça beaucoup en musique, c'est toléré. Enfin, c'est légal. Rien n'est légal. À partir du moment, en fait, ce qui fait le jeu le passage, le basculement dans la contrefaçon, c'est le fait que l'extrait soit suffisamment important pour que on puisse reconnaître l'œuvre, en fait, et identifier quelque chose qui est l'originalité de l'artiste. Voilà.
pour reprendre sur l'originalité de l'œuvre. Donc le cas Wikipédia pour Québec, c'est précisément en raison du manque d'originalité que ça ne serait pas... Bon, aucun auteur se plaint, il y a plusieurs auteurs, ils sont anonymes, et les notices manquent d'originalité. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? En fait, alors on peut imaginer plein de choses, mais Wikipédia, j'ai éteint le truc. D'accord, pardon. Wikipédia, en fait, ça fait partie de ces œuvres collaboratives, transformatives, qui sont sous licence libre. Et en l'occurrence, la licence pour Wikipédia, c'est toute utilisation possible, sachant qu'il n'y a même pas, contrairement à certaines licences Creative Commons, il n'y a même pas forcément à respecter le nom d'auteur, parce que pour autant, parfois, il n'y a même pas le nom d'auteur. Ça dépend des pages Wikipédia. Ceci étant, œuvre anonyme même ne veut pas dire pas protection. Donc, sur le principe, si je voulais attaquer Houellebecq, parce que j'ai écrit... alors, en l'occurrence, pour Wikipédia, je ne pourrais pas l'attaquer parce que la licence permet ça, en fait. Mais normalement, c'est pas parce que c'est sous licence qu'on peut l'utiliser sans référence. Et donc, au minimum, et ce qu'on apprend aussi à nos étudiants, c'est que c'est entre guillemets. Alors là, lui, ça partit d'un discours, etc. Alors, maintenant, si je défends Houellebecq, qui est attaqué, je vais effectivement essayer de prouver que c'est pas original. Et je vais dire, mais le texte est repris, mais il n'a aucune originalité, et pour le coup, il s'insère dans un autre discours, mais voilà. En plus, pour le coup, il cite Wikipédia beaucoup dans son roman, mais ailleurs. Ouais. D'autres questions? Si je reprends le cas de ce matin, je crois que Aude, elle avait cité un designer, Aude Gentil, qui avait repris un siège de Yanagi, le Butterfly, les Backchat appelé Sonnet Butterfly. Ouais, voilà, Camper. Ou elle rajoute. Oui, il avait repris le fauteuil Butterfly de Yanagi et lui avait adjoint. Un dossier, là, c'était celui-là, le dossier blanc par-dessus. Alors, en fait, ce sont deux dossiers de chaises Oui. qui miment le fauteuil de Yanagi et encore un dossier de... En fait, il y aurait 3 morceaux de chaises. Ah oui, donc dans tous les cas que tu as évoqués ce matin, le fait de brûler la chaise rouge-jaune de la chaise Oliver, tout ça, c'est si Camper n'a pas demandé à Yanagi, ou si Martin Bass n'a pas demandé. Alors bon, pour Invent, c'est un peu, mais en admettant qu'il ait brûlé, je sais pas moi, Ims. Oui, si, ça mais Il en a fait. enfin, donc du coup, là, il est attaquable. Sur le principe, à partir du moment où c'est une œuvre, et là on en doute peu, et qu'elle est encore protégée, et pour des exemples on n'en doute pas, oui, juridiquement et théoriquement, c'est une œuvre seconde en fait. Donc il fallait, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas exister, ça voulait dire qu'elle ne pouvait exister qu'avec autorisation. Mais c'est toujours le même truc. Il ne peut être attaqué que par celui qui détient les droits. Ou les héritiers. On peut décider qu'on la parodie. En fait, pour moi, c'est pratiquement lors de l'emprunt ou même de la citation, puisqu'elle est récontextualisée. Alors, mais le problème de la citation, c'est pour ça que je passais vite, c'est que en design, en art plastique, le fait de reprendre la totalité d'une œuvre, ça ne peut pas être une citation parce qu'on n'accepte que la courte citation. Alors, sauf à ce que l'Union européenne continue à modifier les conditions, mais pour l'instant, pour nous, c'est de la courte citation. Et donc, la courte citation a dit que la reprise totale, ça ne marche pas. Donc c'est pas de la citation, ça peut être de la parodie, éventuellement si on était dans une démarche de parodie. Alors, donc la chaise en plastique ça marche. Le morceau blanc plastique ça marche. C'est pas le Sur le cas de Martin Bass, je me posais quand même la question justement de cette légitimité, puisque avec un objet, à partir du moment où on l'achète, l'acte d'achat, de possession, en fait dépossède le créateur de son œuvre. Non, il le dépossède du support. Alors c'est vrai que quand il n'y a qu'un exemplaire d'une œuvre, on a du mal souvent à le comprendre, mais en fait c'est un peu comme quand un musée achète une toile, c'est le discours qu'on avait tout à l'heure, ou un collectionneur, c'est-à-dire qu'il achète un objet, mais qu'on achète une voiture ou un tableau, c'est exactement la même chose du point de vue du propriétaire matériel. Par contre, l'auteur, lui, il ne perd pas ses droits là-dessus. Alors après, il y a une confrontation de propriété.
C'est ce qu'on appelle le droit moral, c'est ça C'est même les droits patrimoniaux. C'est-à-dire, par exemple, vous achetez un tableau, le musée achète un tableau, il ne peut pas l'exposer sans autorisation, et un collectionneur, il peut l'avoir chez lui, mais il ne peut même pas le prêter à un musée, parce que c'est en réalité l'auteur qui peut autoriser le prêt au musée. Il ne peut pas intervenir dessus, dégrader. Pas un grand jaune, parce qu'il a envie de changer. Alors il peut, parce que de la même manière que je peux brûler un livre, je peux rajouter des moustaches sur un tableau, mais le truc c'est que comme c'est chez moi, l'auteur n'a pas le droit de rentrer chez moi. Mais pour autant, s'il voulait l'exposer et que par exemple c'est une pièce unique et que c'est hyper important dans sa carrière d'avoir ce tableau-là, et que je lui donne et qu'il y a une tache rouge, alors là, oui, il y aura atteinte à son droit moral. Donc je ne suis pas fautive parce que c'est ma propriété matérielle, mais comme je peux éventuellement porter atteinte au droit moral, je devrais l'indemniser, mais sans faute. C'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais voilà. C'est exactement comme vous ne pouvez pas être attaqué parce que vous avez brûlé un livre, il est à vous. Mais comme il y en a plein, on s'en fiche. Dans le cas d'une œuvre qui est déclinée en grande série, de type fauteuil Yanagi, que siège Yanagi qui est partout, quoi. Là, si j'ai une édition de l'objet, c'est pas la même chose que si j'ai le prototype et que c'est pareil. Du point de vue du droit, c'est pareil. Ouais. D'accord. Donc a priori, une chaise en plastique que l'on a achetée au supermarché Ikea. et que tout le monde a, voilà, où oui, dans ces grandes... Si on les repeint, on est en faute. Non, mais après, ça dépend. Ça, par exemple, j'aurais pas de souci, je vais vous dire que c'est pas original. C'est le cas du jambon. C'est le cas de l'emballage de jambon. Et il faut savoir que nos tribunaux, aujourd'hui, on a des magistrats qui en ont assez de protéger le petit design, entre guillemets, par le droit d'auteur. Donc il y a de plus en plus de décisions où on nous dit c'est du dessin et modèle à la limite, mais c'est pas du droit d'auteur, il faut arrêter. Voilà. Donc la décision, il y avait les jambons, le jogging, c'est pareil. Magistrat du TGI de Paris, elle en a marre. Donc elle dit ça, il faut arrêter de me donner des trucs qui sont pas... Voilà. Donc une chaise comme ça passerait pas, par exemple. C'est pour ça, par exemple, que l'urinoir de Duchamp, ça passerait pas non plus du point de vue du droit, sans doute. Aujourd'hui. Oh, ça n'a jamais été la question, parce que c'est juste parce qu'il a été cassé qu'il y a eu une décision de justice. Mais sur la notion d'œuvre, il n'y a pas eu de décision. J'avais une question. Tout à la fin de votre intervention, donc, sur le PowerPoint, je disais comme quoi la photographie était protégée par un droit d'auteur. Mais qu'en est-il du numérique, justement de cette matière qui est modifiable, transportable d'un ordinateur à un autre, et dont on va perdre et modifier, même sans le vouloir, la date, le temps, l'espace, le créateur, Le numérique, il complexifie les choses, en fait. Et il complexifie en termes d'effectivité du droit. Parce qu'une photo, en fait, on est protégé sur n'importe quel support. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour l'audiovisuel. Donc, la photo, en tant que telle, elle est protégée, qu'elle soit sur un support papier ou qu'elle soit que ce soit un fichier numérique. Le truc, c'est que Internet noie tout ça, parce que tout est balancé, les gens pensent qu'ils peuvent, voilà. Et donc on finit, et puis ça, tout ça se mêle avec le fait qu'il y a des techniques de création qui font que tout le monde est auteur et tout le monde crée des œuvres. Donc tout ça est mélangé et il y a une espèce une masse de choses dont on ne sait plus parfois si elles sont protégées ou pas, et parfois les photos vont être mises en ligne par quelqu'un qui n'avait pas le droit de le faire et qui ne met pas le copyright, et voilà, qui n'est qu'une information, ceci dit. Voilà, mais ça n'empêche pas que ça soit protégeable. D'accord. Mais c'est aussi au niveau de c'est aussi au niveau de cette multiplicité de la reproductibilité de l'image, une image qui a été sur un ordinateur il y a de ça 10 ans, transportée sur un autre ordinateur va avoir donc un nouveau propriétaire, en fait. L'ordinateur va inscrire automatiquement un nouveau propriétaire et va modifier les informations de l'image, en fait, quand on va chercher tout le contenu numérique, je sais pas comment dire, en fait, toutes les infos, autant sur la qualité que l'auteur, la date. Ouais, alors je suis pas sûre de comprendre, mais à la limite, quand on change d'ordinateur, vous avez un fichier, par exemple, vous avez des photos dans votre ordinateur. Les fichiers se modifient. Moi, j'ai des cas d'images, en ayant changé mon ordinateur, qui datait d'il y a 4-5 ans, et qui va là, en étant transporté sur un nouvel ordinateur, se retrouve avec la date du mois précédent
en tant que date de création, alors que c'est... Alors c'est pas une date de création, c'est la date dans laquelle vous l'avez... Une copie... Ouais, mais c'est la date à laquelle vous avez téléchargé cette photo. Ouais. Donc ça, à la limite, c'est votre usage personnel et on s'en fiche. Par contre, c'est vrai qu'en termes de qualité, il y a des technologies qui permettaient des choses un temps et puis maintenant, ça s'abîme. Ou avec la numérisation, la photo va perdre en qualité et là, pour le coup, le droit moral de l'auteur pourrait jouer. Et qu'en est-il de ces plateformes type Facebook et Instagram? Parce que là, si j'ai bien compris, il n'y a plus d'auteurs du tout. Ce qui a permis à Richard Prince de très facilement venir... Non, alors en fait, Prince, il a fait... Prince, il a fait ce qu'il a fait avec l'autre, c'est-à-dire qu'il prend des trucs qui ne sont pas lui. En réalité, il y a toujours des auteurs sur Instagram. Il a toujours gagné ses procès. Ouais, mais c'est parce que c'est encore toujours la même chose, c'est le fair use. Et puis en fait, il surfe sur un truc, c'est que Instagram, YouTube, etc., plutôt Facebook, en fait, quand vous lisez les conditions générales d'utilisation, on vous dit que tout ce que vous mettez, vous devez avoir les droits dessus. Et donc ça peut être des selfies que vous avez pris, c'est à vous, si tant est que ce soit des créations. Et par contre, eux, ils ont le droit de les utiliser comme ils veulent. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec une photo pour faire la pub. Normalement, ils ne peuvent l'utiliser qu'à des fins non commerciales et pour faire la publicité de leur service. Voilà. Prince, il surfe là-dessus et il prend. Mais en fait, du point de vue du droit français, ça devrait être de la contrefaçon, parce que c'est de l'œuvre dérivée aussi. Du point de vue américain, ça devrait l'être aussi, sauf que leur exception de fair use peut permettre. Et puis surtout, pour l'instant, il a eu des plaintes, mais en fait, il n'a pas véritablement de... Il vaut mieux être américain. En fait, finalement, ça définit le droit d'auteur, donc si j'ai bien compris, la différence entre ce que l'on peut comprendre faire en France et aux États-Unis, c'est que la valeur, elle est avant tout mercantile. C'est-à-dire si ça rapporte du pognon ou si ça en coûte à quelqu'un ou si ça en fait perdre à quelqu'un, là ça pose un problème de droit d'auteur. Alors qu'en France, on va peut-être plus défendre pas tant la démarche, parce que vous disiez que finalement on ne considère pas toujours la démarche, mais un petit peu plus par rapport aux Américains. La personnalité en fait. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait le copyright c'est construit sur l'idée qu'une œuvre c'est un bien économique. Donc c'est sans jugement, c'est juste que eux ils ont ce rapport à l'œuvre qui vaut quelque chose. Alors que nous on a, c'est la philosophie des Lumières quoi. Nous, on protège une œuvre parce qu'il y a un auteur derrière. Donc forcément, alors même si on se rapproche grandement, mais forcément ils permettent plus facilement des utilisations. Ça explique cet usage du fair use. Finalement, si c'est ça. Si on ne gagne pas d'argent, on n'en perd pas, c'est pas un problème. Oui, c'est ça. Bon, après, il y a très peu de contentieux dans l'art contemporain, même en France. Et puis, la France, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est très, très grandement le copyright, quand même. Donc, on perd petit à petit. Et notamment, le contrôle de proportionnalité, ça nous vient aussi de ça. Ok, il y a beaucoup de réactions par rapport à ta communication, Emmanuel, qui était vraiment intrigante. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de discuter avec une juriste, donc c'était bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être pour Rodolphe ou Marie-Laure? C'est une question pour Marie-Laure. On a vu que l'artiste sélectionnait en fait souvent des images d'acteurs en plein échange conversationnel et pourtant ils sont totalement isolés, même soliloque comme titre. Ou alors complètement psittacisme là. Je voulais savoir d'où venait cette défiance à l'égard du langage verbal. Est-ce que, par opposition au langage corporel, est-ce que c'est parce qu'elle considère que le langage est un instrument social normé, là encore, comme tu parlais tout à l'heure de moule normatif? Je pense qu'il y a ça, et il y a aussi, je l'ai dit, mais peut-être trop rapidement, en fait c'est quelqu'un qui a grandi, qui a été élevé et qui a grandi très longtemps en Afrique du Sud, et elle a été, alors traumatisée, c'est peut-être un mot trop fort, mais véritablement touchée par ces problèmes d'échange, de communication à travers le langage. C'est-à-dire que l'œuvre que j'ai montrée, qui s'appelle Babel Series, reprend vraiment le terme de Babel, parce qu'elle avait vraiment le sentiment, elle dit voilà, partout où vous alliez, à un arrêt de bus dans un supermarché, vous aviez le sentiment qu'il y avait, j'ai plus le chiffre exact, mais il y a 15 langues, à l'époque il y avait 15 langues différentes
différente parlait en Afrique du Sud, quelque chose comme ça, et donc de ne pas avoir le sentiment de ne même pas avoir envie en fait de se tourner vers l'autre et de lui parler, parce que vous saviez que vous aviez une chance sur 2 pour tomber sur quelqu'un avec qui vous n'alliez pas pouvoir communiquer. Donc il y a vraiment, au moment même où elle prend forme dans son langage, enfant et puis adolescente, elle est dans une sphère où en fait elle ne peut pas pleinement se former du point de vue du langage, et elle ne peut pas communiquer avec qui elle veut. Je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là. Et je disais, voilà, d'un langage dont nous, on a le sentiment que c'est un moyen de dialogue et d'ouverture vers l'autre. Et alors que pour elle, non, au contraire. Au moment où elle a pris le langage où elle apprenait le langage comme moyen de communication, ça s'est révélé être en fait une barrière et une impossibilité justement de communiquer avec l'autre. Je pense que ça vient vraiment de ça. Une autre question pour... Moi, pour Rodolphe, c'est juste, parce que tu l'as dit, et la remarque, et je trouvais ça très beau, en fait, que la copie, le réemploi, pour employer des termes très, très génériques, soit un moyen de sauvegarde, en fait. Tu l'as dit, mais c'était vraiment... Il y a un côté... on a parlé beaucoup moi, j'ai parlé beaucoup de technique, mais il y a un côté extrêmement poétique, finalement. En tout cas, une technique, parce que leur caméra, c'est génial, qui, d'un seul coup, prend une dimension poétique de sauvegarde du patrimoine filmique, en fait. De sauvegarde et de problème aussi, en fait, parce que je pense que ça n'a pas été très explicité dans le propos, mais il travaille sur des images qui sont problématiques, parce que c'est vraiment des images qui ont été produites par des puissances coloniales et qui sont sur lesquelles il y a une emprise figurale qui est très radicale et très violente. Et dans leur sauvegarde, ils essayent aussi de sauver quelque chose dans ces images qui sont un problème, en fait. Donc il s'agit à la fois de sauver et de refuser quelque chose en bloc, en fait. Et c'est ça qui rend leur film à la fois problématique, mais aussi très très précieux. Donc moi j'aime bien, quand j'en parle, j'aime bien dire que c'est des films problèmes au sens grec du problème, de ce qui fait obstacle, mais aussi de ce qui fait promontoire, en fait, qui permet peut-être de voir un peu au-delà des difficultés, quoi. Donc, mais oui, il y a cet aspect-là. Et après, ce qui me semble aussi assez précieux dans leur pratique, c'est qu'il n'y a pas ce côté un peu nostalgique de se tourner vers le passé, de considérer qu'il y aurait une forme qu'il y aurait déjà quelque chose dans ces images parce qu'elles viennent du passé et elles sont vraiment inscrites dans une expérience du présent. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est aussi intéressant de prendre l'archive, non pas seulement comme un matériau historique, mais aussi quelque chose qui doit éclairer où est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait de ces images. Parce que c'est des images qui disent quelque chose de notre histoire quotidienne, en fait. Je ne sais pas vraiment la question. Je voyais qu'il y avait quelque chose et j'avais du mal à imaginer la nature de l'œuvre avant la copie. Je peux montrer deux. Ouais, c'est possible. Si je vais prendre peut-être 2 minutes justement. J'avais prévu de montrer un film je crois qui dure 4 ou 5 minutes, on va le regarder juste au début, qui s'appelle Transparence, où on voit Yaron Djanikian qui manipule en fait le matériau. Donc on voit pas la caméra analytique en tant que telle, parce que j'ai pas réussi à trouver d'image de l'outil. Je pense qu'il y a une espèce de secret comme ça qui regarde autour de la partie. Mais on voit les sources en fait. Et quand on voit les sources, on comprend très bien l'enjeu. Que par rapport à vos 2 interventions, Marie-Laure et Rodolphe, moi ce qui m'a interpellée, c'est vraiment le réel et la fiction, alors que finalement il n'y a pas de fiction vraiment dans les images que tu présentais, Rodolphe, et à la fois moi ça me noyait dans une bulle poétique où on était pris à la fois dans une actualité et dans une matière filmique qui était très poétique, qui était très fictionnelle, qui nous renvoyait à d'autres choses, à d'autres voyages.
Et je pense à ça aussi par rapport au réel et à la fiction dans l'intervention de Marie-Laure, puisqu'il y avait une œuvre qui présentait ces acteurs concernant là aussi les réfugiés, les entretiens de réfugiés sur fond vert. Et moi, ce qui m'a interpellée là, c'est que quand même le fond vert, alors j'ai essayé d'écrire un truc un peu intelligent avec le reste de concentration que j'avais à ce moment-là. Fond vert, oui, qui permet l'incrustation des histoires vraies mais non personnelles dans un dispositif cinématographique de l'acteur, mais aussi de la prise de vue finalement, qui nous donne l'impression que cette parole pourrait être incrustée dans n'importe quel autre monde fictionnel que l'on peut proposer avec les moyens audiovisuels. Et à la fois un script qui lui est réel avec les entretiens des réfugiés. Et je trouvais qu'il y avait là une confusion entre le réel et la fiction qu'on retrouvait un petit peu chez toi aussi. Avec une matière complètement différente. Mais d'où l'aspect assez dérangeant, poétique justement, de quelque chose qui à la base n'est pas censé l'être. Donc là, on les voit manipuler. Ben, ça, c'est un rush qui a été tourné, je ne sais plus exactement où c'est, mais on voit des soldats en haut d'une montagne. Et donc c'est l'état de la pellicule qui travaille. Donc, la caractéristique de cette caméra analytique, c'est qu'elle permet de garder l'intégralité du photogramme, donc aussi bien le contenu de l'image que les perforations, que les interimages, que l'effacement de ces interimages. Donc il y a vraiment l'idée de capter aussi la disparition de ces images en fait. Et ça s'est pas vu dans l'extrait que j'ai choisi. Enfin, moi je trouvais ça intéressant de travailler sur ce court extrait parce qu'il y a ce mélange d'une préoccupation présente avec des images du passé. Qu'il y avait tout un truc autour de la perte qui me semblait fonctionner avec cette séquence-là. Il y a d'autres images où clairement ce qui est montré, c'est la disparition du plan en fait. Et du coup, c'est vraiment un témoignage qui est en extinction de lui-même et qui de fait appelle ou légitime en un sens esthétique, je dirais, cette part de fictionnalisation de l'expérience, parce que de toute façon, il y a des blancs à habiter, tout bêtement, quoi. Donc, ce qui donne aussi ce côté un peu poétique à leurs travaux. C'est aussi ce qui pourrait faire. Donc, on pourrait avoir un regard tout à fait critique, considérer qu'ils manipulent des documents historiques pour leur faire dire autre chose que ce qu'ils disent. Et donc on pourrait avoir une position très critique par rapport à ce travail-là, mais je préfère l'embrasser sous cet aspect un peu d'expression poétique. Oui. On va rester peut-être terminer sur ces images qui nous renvoient aussi à des problématiques qu'on est en train d'ouvrir un petit peu sur à la fois la variabilité et la défaillance de l'œuvre. Pour les colloques à venir. Pour les colloques à venir.